Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Charlène Rafidi. Dans l'actualité de la politique et les choses qui s'accélèrent, dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est désormais autorisé à dissoudre la 14e législature à partir du 12 septembre prochain. Décision qui fait suite à l'avis favorable du Conseil constitutionnel. Dans l'actualité également, des changements au sein de la police nationale par le chef de l'État. Cette série de nominations touche plusieurs unités stratégiques telles que la sûreté urbaine, la division des investigations criminelles, la division de la cybersécurité ainsi que divers commissariats centraux. Et pour terminer en sport, le sélectionneur national UCC a dévoilé ce vendredi son premier groupe de la nouvelle saison. Au programme, 2 matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 face au Burkina Faso et au Burundi. Et l'âge Malik Diouf y sera tout comme Sadio Mané, mais pas de Boulaïdja, John Lopi, Abdoulaye Nyaratinja ou encore Aruna Sangonte. Voilà donc pour le sommaire. Nous passons à présent au développement. Nous le disions tantôt, le président Bassirou Diomaye Faye a donc obtenu le feu vert du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État peut désormais dissoudre l'Assemblée nationale à compter du 12 septembre prochain, ainsi informent nos confrères de Soleil Digital. Bien sûr, il avait donc saisi les 7 sages à propos de cette question. L'avis du Conseil constitutionnel va donc être rendu prochainement. À cette date, donc cette 14e législature aura écoulé 2 années d'exercice élu à l'issue du scrutin. Le 30 juillet 2022, les parlementaires ont été installés le 12 septembre de la même année. Bien sûr, les détails avec Mamadou Kanté. La 14e législature se rapproche de plus en plus de la dissolution, sous le feu des projecteurs depuis l'arrivée du nouveau pouvoir minoritaire à l'Assemblée. Les jours des parlementaires sont comptés. Élus lors du scrutin du 31 juillet 2022 et installés le 12 septembre de la même année, les députés sont sur sièges éjectables à compter de ce 12 septembre 2024, c'est-à-dire après 2 ans de fonction. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu l'aval des 7 sages du Conseil constitutionnel. Ceci car la Constitution lui confère en son article 87 cette prérogative de prononcer cette dissolution par décret après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication du dit décret. Mais avec le délai de 60 jours minimum ou 90 jours au plus qu'il faut observer pour l'organisation de nouvelles élections législatives, les Sénégalais iront aux urnes vers le mois de décembre au plus tard. Et entre la proclamation des résultats et l'installation des nouveaux députés, nous serons déjà en début de l'année 2025. Entre-temps, les séances de travaux à l'hémicycle, notamment le vote de la loi de finances de l'année qui se fait habituellement au mois de décembre, devront attendre. Or, cette loi de finances initiale détermine ainsi le budget et sans le vote de cette loi, aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée. Aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée, sauf pour certains cas exceptionnels. Le président de la République reste ainsi le maître du jeu. Entre dissoudre ou ne pas dissoudre, le dernier mot lui revient à partir du 12 septembre 2024. D'un autre côté, quelques 5 mois après la perte du pouvoir, c'était la grande retrouvaille hier pour les membres de Benobo Kiakar. La coalition s'est réunie pour présenter le livre bilan des 12 années de Macky Sall. Livre 199 pages et qui revient sur toutes les péripéties de la gouvernance Macky Sall, mais qui se veut donc servir de réponse aux critiques de son magistère agité par le nouveau régime. Écrire un livre, c'est engager une conversation avec ceux du siècle à venir. Voilà donc le motif de ce livre bilan qui se penche exclusivement sur les réalisations du président Macky Sall en 12 ans de magistère. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. Des secteurs comme l'économie, qui selon l'avis des collaborateurs de l'ancien régime, a connu un véritable essor durant cette dernière décennie. On est passé très rapidement
en 2014 à 6,2% de croissance. En 2015, on est passé à 6,4% de croissance. En 2016, à 7,4% de croissance. L'agriculture, qui a été un pilier du PSE. Pour concrétiser cette ambitieuse vision de construire une agriculture compétitive, diversifiée et durable, un programme dénommé PRACAS a été conçu dans lequel des réformes critiques et des projets structurants sont proposés, portant sur la mise en place de 100 à 150 projets d'agrégation. De la diplomatie qui a valu à Macky Sall des honneurs. Ce dont on retiendra et que l'histoire retiendra, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Macky Sall est arrivé, il a dit aux partenaires du G20, nous refusons qu'on discute de l'Afrique pendant que l'Afrique est absente. Si on discute de l'Afrique, l'Afrique doit être là et dire ce qu'elle pense. C'est donc l'inventaire de tous les secteurs d'activité durant ces 12 dernières années, confinés dans un ouvrage d'à peine 200 pages, collectivement produit avec la contribution de presque tous les anciens ministres du régime Macky Sall. La coalition Benno Bokk Yakaar toujours, elles se sont déjà à l'étroit dans le régime de Bassirou Diomaye Faye. L'ancien ministre El Hadji Oumar Youm appelle ainsi ses camarades à plus de solidarité, ceci pour faire face à toute tentative d'intimidation. Mériter l'héritage du président Macky Sall, c'est d'abord inscrire notre action dans la solidarité et la fraternité. Inscrire notre action dans la construction de notre unité indispensable à notre victoire de demain. C'est la meilleure manière de rendre hommage au président Macky Sall, d'être fier de ses réalisations, mais d'être digne aussi de sa succession. Les citoyens libres, dans la liberté d'expression, sont devenus des victimes. C'est pourquoi je rends hommage à Bah Diakhaté pour son combat pour la liberté. Mais aussi je rends hommage et réitère notre affection à notre camarade Ahmed Suzanne Camara, aujourd'hui en prison, parce que simplement il a osé dire ce que les Sénégalais passent tout bas. Pendant ce temps, Khalifa Sall, lui, a perdu 25 de ses cadres, ces derniers qui lui ont donc tourné le dos à peine 5 mois après les élections présidentielles. L'ancien responsable du Parti socialiste n'a pas su relever son défi majeur, à savoir la reconstruction d'une opposition de gauche et d'inspiration socialiste capable ainsi de prendre la place. Plus de 25 cadres politiques de la coalition Tahaou Sénégal viennent de poser un acte inattendu, peut-être même imprévisible. Ils ont décidé de quitter les rangs de la mouvance de Khalifa Sall après sa lourde défaite à l'issue de la présidentielle de mars 2024. Khalifa Sall, candidat malheureux, vit le syndrome des échecs répétitifs des dissidences politiques en général, singulièrement des dissidences des rangs des grandes familles que sont des composantes socialistes, libérales et de la gauche post-mai 1968. L'ancien responsable du Parti socialiste n'a pas pu ou su relever son défi majeur, à savoir la reconstruction d'une opposition de gauche d'inspiration socialiste capable de prendre la place du Parti socialiste et de la gauche traditionnelle. Le PS reste encore debout malgré l'usure du temps et des faiblesses congénitales pour sa refondation. Les dissidents libéraux issus des flancs du PDS n'ont pas non plus réussi à se substituer au leadership du chef de l'opposition au pouvoir, socialiste, en l'occurrence l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. L'ancien président de la République, Macky Sall, est l'unique porteur d'une dissidence relativement réussie. D'ailleurs, Macky Sall aura réussi la prouesse d'affaiblir le PS, le PDS et des pans entiers des partis de gauche. Toutefois, après son règne de 12 ans, l'Alliance pour la République pourrait vivre à son tour le phénomène de la dissidence. L'avenir nous édifiera sur les capacités des Républicains à vaincre les démons de l'éclatement, la fracture de son unité fragile et celle de sa coalition Benno Bokk Yakaar à la recherche d'un second souffle d'oxygène démocratique. Le mal des dissidences politiques est-il à la racine ou dans la reproduction des partis antidémocratiques des partis d'origine? L'absence d'une véritable alternative serait-elle la cause des échecs? La réponse politique à de telles interrogations essentielles est loin d'être aisée. Peut-être les deux causes s'enchevêtrent à la fois. En tout cas, la nouvelle configuration du paysage politique après la troisième alternance de mars 2024 suggère à bien des égards une introspection courageuse de la dissidence politique, ses limites historiques entre autres. Après les échecs des partis historiques et des dissidents, les nouveaux acteurs politiques devraient peut-être se mettre à l'heure des exigences des mouvements sociaux, culturels, économiques, citoyens et républicains.
Sur notre registre à présent, après la gendarmerie nationale, le chef de l'État a procédé à plusieurs changements au sein de la police nationale. Une décision portant à nomination de nouveaux cadres de la police a été rendue publique hier à travers un décret signé par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Cette série de nominations touche plusieurs unités stratégiques telles que la sûreté urbaine, la division des investigations criminelles, la division de cybersécurité ainsi que divers commissariats centraux. Parlons médias à présent, Reporters sans frontières, la convention des jeunes reporters du Sénégal et leurs partenaires ont lancé hier un atelier de sensibilisation de 3 jours sur les rapports entre professionnels des médias et des forces de l'ordre. De la police à la gendarmerie en passant par la brigade des sapeurs-pompiers, sans oublier la société civile, tous les acteurs se penchent ainsi sur les rapports heurtés entre les deux parties. Oumar Thiam, reportage. Depuis les événements de mars 2021, le fossé ne cesse de se creuser entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité lors des couvertures médiatiques. Des cas de bavure, de menaces, des arrestations, voire des jets de grenades lacrymogènes, le quatrième pouvoir subit de plein fouet la rage des manifestants et l'incompréhension des forces de l'ordre. Pour rabibocher les deux parties, la Convention des jeunes reporters et ses partenaires ont organisé un atelier de sensibilisation avec à la clé la présence des différents acteurs. Quand nous avons fait ce constat, vous vous souvenez de l'affaire Absa Anne, Isabelle, entre autres, nous avons rencontré les autorités, d'abord le ministre de l'Intérieur d'alors, ensuite récemment le président de la République et le directeur des relations publiques de la police nationale. C'était pour voir comment améliorer les relations sur le terrain. Au terme de ces 72 heures d'échange, un mémorandum sera posé sur la table. Objectif, rappeler à toutes et tous les dispositions qui régissent l'activité de leur fonction professionnelle. La police va prendre la parole pour parler des difficultés rencontrées sur le terrain, souvent à cause des professionnels des médias. Les professionnels des médias également vont faire pareil. Et à l'issue, certainement, un mémorandum sera signé entre les parties pour qu'il n'y ait plus de relations tendues sur le terrain. En attendant, le président de la Convention des jeunes reporters rappelle aux membres de la corporation la pertinence d'avoir un moyen d'identification, en l'espèce la carte de presse. Celle-ci évitera aux journalistes quelques déconvenus. Même pas 3000 professionnels des médias qui ont cette carte-là, alors que nous sommes des milliers dans les rédactions. Situation des médias toujours depuis le bras de fer entre l'État du Sénégal et le patronat de la presse. La convention des jeunes reporters ne s'est pas prononcée. Certains prétendaient qu'il y avait une friction entre les jeunes reporters et les patrons de presse. En tout cas, il n'en est rien selon le président de la convention des jeunes reporters, Migui Maramdiaye, qui fait savoir qu'ils ont privilégié le dialogue. Rassurez-vous, il n'y a pas de divergence entre les reporters et le patronat. Parce que nous, notre rôle maintenant, c'est de se positionner comme des médiateurs dans cette crise-là. Parce que nous serons les victimes quand il y aura des difficultés dans les entreprises de presse. C'est ce que nous avons compris, c'est pourquoi nous avons opté le silence dans un premier temps, mais on était en train de poser des actes. On a rencontré pas mal de personnalités pour voir comment améliorer ces relations-là entre les autorités étatiques et le patronat. Donc notre appel, c'est d'inviter les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Quand on était avec le président de la République, nous avons plaidé pour une fiscalité adaptée au secteur des médias. Ça, on parlait au nom du patronat. Donc, nous sommes... il y a eu des discussions. Parce qu'à l'issue de notre rencontre avec le président de la République, le premier acte que nous avons fait, c'est de rencontrer le patronat pour faire le compte-rendu. Donc, il n'y a pas de problème entre les reporters et le patronat. Sur une toute autre note à présent, le collectif des résidents de Liberté 6 revendique un meilleur cadre de vie. Lors de leur marche organisée hier, ils ont déploré l'occupation anarchique qui se passe sur leur propriété. D'après leur président Mamoussa Gueye, ce domaine privé est aujourd'hui transformé en marché et en garage de Klondo. Matarbari pour nous en dire plus. Avoir un meilleur cadre de vie et une sécurité renforcée, c'est le but de cette marche du collectif des résidents de Liberté 6. C'est de protéger notre liberté qui est bafouée, qui est malmenée dans tous les sens. Donc on a des gens qui s'installent illégalement, anarchiquement sur notre terre, sur notre propriété privée. Nous on demande que l'application de la loi, c'est-à-dire que les autorités prennent le taureau par les cornes
et qui viennent appliquer la loi, ni nous faire dégager les gens qui n'habitent pas ici, qui ne doivent pas être ici, et que nous puissions jouir convenablement de notre espace. Cette marche intervient après plusieurs requêtes déposées auprès des autorités locales, mais qui sont restées sans suite. On a fait des requêtes, on a écrit, on a fait des courriers. Il y a même eu des plans de déguerpissement qui ont été prévus, programmés. Le premier, c'était le 14 juin. Ça a été déprogrammé à la dernière minute. Le deuxième, c'était le 26 juillet dernier, également déprogrammé à la dernière minute. Et le troisième, c'était il y a 2 semaines, déprogrammé à la dernière minute. D'ailleurs, c'est ce qui a un petit peu encouragé et motivé l'organisation de cette manifestation. Cette manifestation n'est que la première étape d'un plan d'action élaboré par le collectif pour faire entendre ses revendications. Nous avons prévu d'établir un cahier de doléances concernant les immeubles de Liberté 6, mais également concernant toutes les associations qui ont à se complaindre du cadre de vie de Liberté 1 à Liberté 6 Extension, que nous voulons déposer auprès du Premier ministre ou auprès du président de la République. Le collectif des résidents de Liberté 6 invite également toutes les autres associations de la Liberté 1 jusqu'à Liberté 6 Extension à se joindre à leur cause pour récupérer leurs propriétés occupées de manière anarchique. Les populations de Liberté 6, toujours, elles déplorent également la spoliation du foncier dans leur localité. Ils accusent le directeur de la SICAP de vendre des terrains sur le dos des populations. Tchernodjen, habitant de la dite localité, dit détenir les documents concernant ces espaces. Le voici. On a des terrains, Ibrahim Sall, directeur de la SICAP. À Liberté 6, il y a une grande spoliation foncière. Nous avons des espaces que le directeur de la SICAP a vendus sur le dos des populations. Je dis bien Ibrahim Sall, il y a sur le terrain. Même le terrain qui nous sert de mosquée n'est pas épargné. C'est là compris le vendredi et pendant les événements religieux, comme la Tabaski et la Korité. Je détiens tous les papiers concernant ces espaces et je me suis adressé à beaucoup d'autorités pour trouver une solution. Mais nous gardons espoir avec l'arrivée des nouveaux dirigeants. Je parle du président Diomaye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Je parle à Sonko. Du sport à présent, éliminatoire CAN Maroc 2025. Aliou Cissé a donc publié une liste de 26 joueurs ce matin. Pas de changement alors, si ce n'est l'arrivée d'El Hadj Malik Diouf qui évolue au Slavia Prague. Ce dernier qui prend ainsi la place de Moussa d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, excusez-moi, absent pour ses rendez-vous. Ismaël Jacobs, lui, effectue son retour dans cette liste. Nous essayons de nous renforcer sur plusieurs postes. Ces postes de côté, si tu suis bien l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de problème et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste d'arrière gauche, depuis les années 80, ça cause problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça cause un problème. C'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon comme Crépin, rappelez-vous, avant que je le positionne à ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus. Mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer à ce poste-là. Je pense que s'il y avait un autre entraîneur qui était à ma place, il amènerait d'autres joueurs. Je crois que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que malgré ces 10 ans-là, nous nous sommes toujours renouvelés en réalité. L'équipe nationale du Sénégal en 2017 n'est pas le même qu'en 2019. Celui de 2019 n'est pas pareil que celui de 2018, celui de 2018, etc., etc. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais tout en gardant une certaine continuité. Et dans cette conférence de presse, toujours, le sélectionneur national est revenu sur la présence du public dans les rencontres à domicile. Le Cissé se dit donc nostalgique de l'ambiance Sénégal-Égypte. El Tactico sollicite ainsi beaucoup plus de ferveur de la part du 12e homme. J'appelle justement à tout ce public-là. On ne peut pas avoir un stade comme celui de Abdoulaye Wade et qui est 5000 spectateurs. Les gens nous demandent d'être bons, on nous demande de gagner nos matchs, on nous donne des objectifs. Mais ces objectifs-là, nous ne le ferons pas seuls. On a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters. Je suis nostalgique de Sénégal-Égypte et tous les matchs de l'équipe nationale du Sénégal doivent être comme ça. Il y a une possibilité que ce soit comme ça pour pousser cette équipe-là à aller de l'avant. Parce que cette équipe en a besoin. Contre la RDC, je n'ai pas senti nos supporters. J'ai vu des spectateurs qui viennent voir un spectacle. Mais je n'ai pas vu vraiment des supporters. Donc j'attends des véritables supporters qui sont derrière l'équipe, qui poussent l'équipe dans des moments difficiles comme dans des moments de joie. Et place tout de suite à la revue de presse.
Bonjour. Nombreux sont les quotidiens qui sont revenus sur le livre blanc de Macky Sall, 12 années à la tête du Sénégal. Pour Sud Quotidien, le siège de la paix, devenu moins brillant depuis le 24 mars, a renoué hier avec une ambiance de la grasse période. Ce livre est une réponse du berger à la bergère. Macky Sall a répondu aux attaques du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui soutiennent avoir trouvé des caisses vides et un pays en ruine. Rewmi Quotidien, sur ce livre blanc de Macky Sall présenté par Benno Bokk Yakaar, estime que c'est une réplique chiffrée de Benno Bokk Yakaar à Sonko, un livre qui dresse un bilan des 12 ans de Macky Sall. L'AS, pour sa part, note que la coalition Benno Bokk Yakaar, accusée d'avoir mis en ruine le Sénégal, répond par un livre blanc sur les 12 ans de Macky, un document de 200 pages et l'héritage de Macky aux futures générations, selon Maître Oumar Youm, qui a coordonné la rédaction du livre. Son Walf Quotidien, Benno en cure des dénonciations et attaques contre le président Macky. Au contraire, devant les journalistes, hier au siège de la paix, ils ont présenté leurs 12 années à la tête de la nation. L'ouvrage suit 3 axes: l'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le président Macky et les perspectives après 12 ans de gestion du pays. Benno challenge le projet, titre Walf. La peur de l'oubli dit Enquête, qui souligne que l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar ne veulent pas être enterrés par le régime de Diomaye Sonko. À travers un livre bilan de 200 pages présenté hier, ils sont largement revenus sur les 12 ans de pouvoir, sur la conduite de leur leader Macky. Les Échos revient sur la question de l'insécurité. Le journal fait état d'une agression de vol à l'arraché pour détrousser un convoyeur de fonds. Un gangster le suit juste dans sa chambre et tire à bout portant sur lui. L'homme sera atteint au thorax et au flanc devant sa femme. Les voisins alertés, le brigand tire un coup de sommation et s'évapore dans la nature. Plus de beurre que de mal, car la balle retirée, le pronostic vital de Diallo n'est pas engagé. La Tribune fait état de meurtres récurrents ces derniers jours et titre: la série macabre continue et sera face à un danger permanent. Entre lundi et jeudi, sur le journal, 4 décès par agression et une fille retrouvée morte au canal. Sur le journal, l'Observateur lui nous donne des nouvelles de Naboulay et ses premiers instants en prison, la chambre 5 où elle crèche, la petite déprime, les appels téléphoniques, l'assistance sociale, la consolation et ses co-détenus. Dans l'Observateur, nous y restons, il est fait état de la police qui est chamboulée, la DIC, la sûreté urbaine, la division de la cybercriminalité change de patron. Même son de cloche dans Bismi le jour qui note que la police fait peau neuve. Bara Sangaré, l'homme des forces spéciales et forces occultes réprimées, Adramé Sarr et la DIC au frigo des ressources humaines, Mamadou Tendeng, commissaire central, Wali Camara à l'aéroport. Libération, lui, se penche sur le cas du directeur général de Premier Bet placé sous bracelet électronique. La société Paris en ligne, mise en cause par le fisc pour 12 milliards environ de francs CFA, a sollicité une médiation pénale. Prenons le vol pour atterrir au journal Le Quotidien qui fait état de la procédure de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée nationale reprend ses pouvoirs, titre le journal. La commission des lois convoquée demain. Source A lui parle de dilemme de Pastef avec la dissolution de l'Assemblée nationale avec le feu vert du Conseil constitutionnel pour Diomaye. Beaucoup pensent qu'il faudra attendre au moins le vote du budget 2025 qui doit être effectif le 31 décembre au plus tard avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Le Soleil lui revient également sur la visite du ministre espagnol à Dakar. Le président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Pedro Sánchez, a été reçu hier par le président Diomaye Faye. Il vise à renforcer leur coopération et à mutualiser les forces entre Dakar et Madrid. En sport, le journal Record, à propos de la Ligue 1 en France aujourd'hui, estime que Niakhaté pour se reprendre et Diarra veut enchaîner. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charlie. Et comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.